Le message est arrivé à 23h42. Une courte vibration sur un téléphone qui recevait rarement autre chose que des commandes professionnelles et des menaces de mort. Mais c'était différent. Cela provenait d'un numéro inconnu, un numéro d'enfant. « Il bat ma maman. S'il vous plaît, aidez-nous. » Le patron de la mafia, Matteo Raici, fixa l'écran. D'abord, il fronça les sourcils, pensant à une erreur, une arnaque, un mauvais numéro. Puis, un autre message arriva. Court, tremblant, « Je me cache. Il a dit qu'il allait la tuer. » Le souffle de Matteo se bloqua. Il avait vu la peur, il inspirait la peur, mais il n'avait jamais vu ça, un enfant suppliant un étranger parce qu'il ne lui restait plus personne. Il tapa seulement 3 mots, « j'arrive », sans hésitation, sans question, sans réfléchir. Ces hommes se figèrent lorsqu'il se leva, attrapa son manteau et franchit la porte. « Patron, où vas-tu » Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de répondre car quelque chose dans les mots de cet enfant, dans ce désespoir tremblant, avait touché une partie de lui qu'il pensait avoir perdue il y a des années. Alors que sa voiture fonçait à travers les rues, un autre message apparut. « J'entends des pas, s'il vous plaît, dépêchez-vous. » Matteo serra le volant. Son pouls battait la chamade. Les lumières défilaient floues. Au moment où il arriva à l'adresse, il savait déjà « Ce soir, il ne venait pas en tant que patron de la mafia. Il venait comme le seul espoir qu'il restait à cette petite fille. Et ce qu'il trouva à l'intérieur de cette maison changea tout. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que Matteo a découvert dans ce salon fera s'arrêter votre cœur avant de le faire battre à nouveau. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'écrire en commentaire d'où vous regardez. Maintenant, commençons. Matteo Raici avait bâti son empire sur un principe simple. Ne faire confiance à personne, n'aimer rien, ne rien ressentir. Pendant 23 ans, il avait régné sur les rues de Boston d'une main de fer, gantée de cuir italien coûteux. Son nom seul suffisait à faire taire une pièce remplie de criminels endurcis. Sa réputation avait été sculptée dans le sang, la trahison et ce genre de violence calculée qui privait de sommeil les hommes plus faibles. Mais assis dans sa berline blindée, fonçant dans les rues désertes vers une adresse qu'il n'avait jamais vue, Matteo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. L'incertitude. Le GPS annonça 12 minutes jusqu'à destination. 12 minutes pour une petite fille qui n'avait peut-être même pas 12 secondes. Son téléphone vibra à nouveau, l'écran s'illumina avec un autre message qui lui serra la poitrine. « Je ne trouve plus maman. Il y a tellement de sang partout. » Matteo appuya plus fort sur l'accélérateur. Le moteur rugit dans le quartier calme et les lampadaires scintillaient comme des balles dorées. Il avait parcouru ces mêmes rues un nombre incalculable de fois, mais jamais comme ça. Jamais avec le poids d'une peur authentique pesant sur ses poumons. Voyez-vous, Matteo Raici n'était pas censé se soucier d'enfants aléatoires envoyant des messages à de mauvais numéros. Il n'était pas censé se soucier de quoi que ce soit d'autre que la rentabilité et l'expansion du territoire. Mais cette nuit-là, tourmenté par une crise qu'il ne pouvait ni contrôler ni manipuler, il se surprit à se souvenir de choses qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Il y a 25 ans, Matteo était un homme complètement différent. À l'époque, il était connu sous son vrai nom, Michael Rodriguez. Il vivait dans un appartement exigu avec sa petite sœur Isabella et leur mère Carmen. Ils étaient pauvres, mais ils étaient entereux. Carmen travaillait 2 équipes dans une usine textile et Michael s'occupait d'Isabella après l'école. Il l'aidait à faire ses devoirs, lui préparait le dîner et la mettait au lit avec des histoires de chevaliers courageux et de princesses sauvées. Isabella avait 8 ans. Elle avait des boucles sombres qui sautillaient quand elle riait et un sourire qui pouvait illuminer leur minuscule cuisine par le matin d'hiver le plus froid. Elle croyait que son grand frère pouvait tout réparer, résoudre n'importe quel problème, chasser n'importe quel monstre caché sous son lit. Un jeudi soir de novembre, Michael travaillait à son poste à temps partiel dans un garage local. Lorsqu'un appel arriva, son patron lui tendit le téléphone avec une expression sombre. La voix à l'autre bout appartenait à un policier. Il y avait eu un incident dans leur immeuble. Un conflit familial dans l'appartement voisin avait dégénéré en violence. Des coups de feu avaient retraversé les murs fins. Carmen et Isabella avaient été prises entre 2 feux. Michael lâcha tout et courut. Il courut à travers des rues qui semblaient soudainement étrangères et hostiles. Il passa devant des coins familiers qui ressemblaient maintenant à des pierres tombales, marquant la mort de tout ce qu'il avait jamais aimé. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, les lumières fluorescentes semblaient être des lampes d'interrogatoire, exposant chaque échec, chaque moment où il n'avait pas été là pour les protéger. Carmen survécut avec des blessures mineures. Isabella non.
Michael tenait la main de sa petite sœur tandis que les machines bipsaient autour d'eux, comme des battements de cœur mécaniques comptant le temps jusqu'au silence. Elle semblait si petite dans ce lit d'hôpital, si fragile comme un papillon aux ailes brisées. Les médecins parlaient à voix basse d'hémorragie interne et de traumatismes trop lourds pour son corps minuscule. Mais avant que les machines ne se taisent, Isabella serra sa main. Une dernière fois, elle le regarda avec ses mêmes yeux confiants qui avaient toujours cru qu'il pouvait tout arranger. « Mickey » chuchota-t-elle. Sa voix était à peine audible par-dessus le bruit de l'équipement médical. « Promets-moi que tu aideras les autres enfants quand ils auront peur. » Michael promit. Ce fut la dernière conversation qu'ils eurent dans jamais. Après les funérailles, quelque chose changea fondamentalement à l'intérieur de Michael Rodriguez. La partie de lui qui croyait en la justice, en l'honnêteté, en la possibilité que les bonnes personnes puissent vivre une vie sûre, mourut avec Isabella. Ce qui émergea de ce chagrin était plus froid, plus dur, plus calculateur. Il comprit que la police ne pouvait pas protéger sa famille. La loi ne pouvait pas sauver sa sœur. Le système avait échoué pour tous ceux qui l'aimaient. Alors Michael décida de devenir le système. Il commença petit, gérant les chiffres pour les bookmakers locaux. Il apprit comment le pouvoir fonctionnait réellement dans leur quartier, qui contrôlait quoi, où les vraies décisions étaient prise. En 5 ans, il passa de frère en deuil à exécutant impitoyable. En 10 ans, il contrôlait 3 pâtés de maison. En 15 ans, il possédait la moitié des quais. Et quelque part en chemin, Michael Rodriguez disparut complètement. Ce qui restait était Matteo Raici, un homme qui avait construit des murs autour de son cœur si épais que rien ne pouvait les percer. Un homme qui s'était convaincu que se soucier de quelqu'un était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Jusqu'à cette nuit. Le GPS annonça 5 minutes jusqu'à destination. Les jointures de Matteo blanchirent sur le volant. Un autre message arriva. C'était différent, plus faible. « Je crois que je vais m'endormir maintenant. Je suis très fatigué. » Ce message frappa Matteo comme un coup physique. Il reconnut immédiatement ce ton. Il l'avait entendu auparavant dans la voix de sa sœur lors de ses dernières heures. C'était le son de quelqu'un qui abandonne, le corps d'un enfant qui s'éteint sous le traumatisme et la peur. « Non », dit-il à voix haute dans sa voiture vide. « Pas ce soir, pas encore. » Matteo attrapa son téléphone et tapa rapidement, conduisant d'une main « Reste éveillé, s'il te plaît. Parle-moi. Comment t'appelles-tu » La réponse vint lentement. « Emma. Je m'appelle Emma. »« Emma. Je m'appelle Matt. Je suis presque là. Tu dois rester éveillé pour moi. Tu peux faire ça ? Je vais essayer. C'est bien, parle-moi de ta maman. Comment s'appelle-t-elle ? Sarah. Sarah Peterson. Elle fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat. Elle me lit des histoires tous les soirs. » Matteo sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Cette petite fille, cachée et terrifiée, parlait d'histoires avant de dormir et de cookies. Elle parlait du genre de vie normale et merveilleuse qu'Isabella n'avait jamais pu finir. Le GPS annonça 1 minute jusqu'à destination. Matteo pouvait voir l'adresse. C'était maintenant une petite maison à 2 étages, avec un porche cassé et des haies envahies. La plupart des fenêtres étaient en nez sombre, mais il vit un mouvement vacillant à l'intérieur. Des ombres dansaient sur les rideaux fermés. Il se gara de l'autre côté de la rue et étudia la scène. Pas de voiture de police, pas d'ambulance, pas de voisins regardant par les fenêtres. Quoi qu'il se passât à l'intérieur de cette maison, cela se passait dans un isolement total. Emma et sa mère affrontaient ce cauchemar seuls. Matteo vérifia son arme, ajusta sa veste et sortit de la voiture. L'air nocturne était frais et immobile. Il entendait des sons étouffés venant de la maison. Des cris. Quelque chose se brisait. La voix d'une femme, suppliante. Son téléphone vibra une fois de plus. Le message d'Emma glaça son sang. « Il m'a trouvé. » Matteo se déplaça vers la maison comme un prédateur traquant une proie. Mais ce soir, les rôles étaient inversés. Ce soir, il chassait quelque chose de bien plus dangereux que des membres de gangs rivaux ou des politiciens corrompus. Il chassait un monstre qui s'en prend aux enfants. La porte d'entrée était entr'ouverte, ne révélant rien d'autre que l'obscurité derrière elle. Matteo entendait l'agresseur d'Emma se déplacer dans la maison. Ses pas lourds résonnaient sur le parquet comme des coups de tonnerre dans le silence. La voix de l'homme, rauque d'alcool et de rage, criait des menaces qui faisaient serrer les mâchoires de Matteo. « Sors, petite peste. Tu crois que tu peux te cacher de moi pour toujours ?» Le téléphone de Matteo vibra. Emma avait envoyé un dernier message. Juste 2 mots qui faillirent le mettre à genoux. « Aidez maman. » Il passa la porte d'entrée sans un bruit. La maison sentait la bière rance, la fumée de cigarettes et quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique que Matteo reconnut immédiatement. Du sang frais. Le salon était une zone de guerre. Meubles renversés, cadres photos brisés au sol, photos de familles déchirées et éparpillées comme des feuilles mortes.
Au centre de tout cela gisait Sarah Peterson, la mère d'Emma. Elle était inconsciente. Ses cheveux blonds étaient emmêlés de sang, sa respiration superficielle et difficile, mais elle était vivante. Matteo s'agenouilla près d'elle, vérifiant son pouls avec la même tendresse qu'il avait utilisée autrefois pour réconforter Isabella. Le rythme cardiaque de Sarah était faible, mais régulier. Elle avait reçu une raclée brutale, mais elle survivrait si elle recevait bientôt une aide médicale. Des pas lourds tonnèrent dans le couloir. L'homme s'approchait de l'endroit où Emma se cachait. Matteo l'entendait ouvrir brusquement les portes, jurer quand il trouvait des placards et des salles de bain vides. « Je sais que tu es ici quelque part. Petite nuisance. Quand je te trouverai, tu regretteras d'avoir pris ce téléphone. » Matteo se leva lentement. Chaque muscle de son corps était tendu comme un ressort, prêt à libérer 23 ans de violence contrôlée. Ce n'était plus une affaire. Il ne s'agissait pas de territoire, de respect ou de peur. C'était quelque chose de personnel qui atteignait les parties brisées de son âme et exigeait justice. L'agresseur apparut au bout du couloir. C'était un grand homme, probablement 1,90 m, avec des bras comme des troncs d'arbres et des paumes souillées du sang de Sarah. Il s'appelait Derek, bien que Matteo ne le sût pas encore. Ce que Matteo pouvait voir immédiatement, c'était le genre de cruauté lâche qui vise les impuissants, les vulnérables, les innocents. Derek se figea quand il vit Matteo debout dans son salon. Pendant un instant, la confusion traversa ses traits ivres. Ce n'était pas ce qu'il s'attendait à trouver. Ce n'était pas un voisin, un policier ou un citoyen inquiet qui reculerait devant une menace. C'était quelque chose de tout à fait différent. « T'es qui, bordel ?» marmonna Derek, vacillant légèrement sur ses jambes. « C'est pas tes affaires, mon pote. Sors de chez moi avant que je te vire. » Matteo ne dit rien. Il étudia simplement Derek avec le même calcul froid qu'il utilisait autrefois pour évaluer ses rivaux commerciaux avant de les détruire. Il cataloguait les faiblesses, mesurait les distances, calculait juste assez de force pour neutraliser cette menace pour toujours. « J'ai dit, sors !» grogna Derek trébuchant en avant, les poings levés. Matteo bougea comme un éclair frappant l'eau. Un instant, Derek courait vers lui. L'instant d'après, il était sur le dos et la main de Matteo enserrait sa gorge. La vitesse et la précision de la prise étaient chirurgicales, professionnelles, terrifiantes dans leur efficacité. « Écoute très attentivement, » dit Matteo. Sa voix était à peine plus haute qu'un murmure. « Je vais te poser une question, et ta vie dépend de si tu me donnes la bonne réponse. Où est la petite fille ?» Les yeux de Derek s'exorbitèrent, alors qu'il luttait contre la poigne de Matteo. Il essaya de parler, mais ne fit que des bruits d'étouffement. Matteo desserra sa prise juste assez pour permettre les mots. « Je sais pas de quoi tu parles, halta Derek. Mauvaise réponse. » La prise de Matteo se resserra à nouveau, cette fois avec assez de pression pour que la vision de Derek commence à s'estomper sur les bords. « Laisse-moi reformuler. Emma Peterson, 8 ans, cheveux blonds. Se cache probablement quelque part dans cette maison pendant que tu la terrorisais et battais sa mère jusqu'à l'inconscience. Où est-elle ?» La mention du nom d'Emma sembla pénétrer le cerveau imbibé d'alcool de Derek. Son expression passa de la confusion à quelque chose approchant la peur. Pas la peur de Matteo, pas encore, mais la peur que son secret soit découvert. « Elle est probablement à l'étage, coassa-t-il. « Écoute mon pote, c'est juste un malentendu. Sarah est ma copine, on s'est disputé. Ça a dérapé, mais Emma n'est même pas ma fille. J'essayais juste de la discipliner. » L'autre main de Matteo se déplaça vers sa veste. Les yeux de Derek s'écarquillèrent quand il remarqua l'arme cachée là. Soudain, la gravité de sa situation devint claire comme de l'eau de roche. « S'il te plaît, » chuchota Derek, « je voulais pas que ça aille aussi loin. »« Moi non plus, » répondit Matteo. Mais avant qu'il ne puisse faire son prochain mouvement, une voix faible appela depuis l'étage, effrayée mais indubitablement vivante. « Matt, c'est toi ?»« Emma. » Elle avait retenu le nom qu'il lui avait donné dans leur conversation par SMS. Elle l'appelait comme s'il était une sorte de héros, une sorte de sauveur qui pouvait faire disparaître tous les monstres. Matteo sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. La même fissure qui avait commencé dans sa voiture s'élargit en une crevasse qui menaçait de détruire complètement ces murs soigneusement construits. « Je suis là, Emma, » répondit-il. « Tu es en sécurité maintenant. Descends quand tu seras prête. » Derek essaya de se libérer de la prise de Matteo, mais c'était comme essayer de déplacer une montagne. « Tu ne comprends pas, » supplia-t-il. « Cette fille n'a été qu'un problème depuis que son père est mort. Sarah ne peut pas la contrôler. Quelqu'un doit lui apprendre le respect. » Le respect, la voix de Matteo portait ce calme mortel qui précédait certaines de ses décisions commerciales les plus cruelles. « Tu veux parler de respect ?» Il se pencha plus près, son visage à quelques centimètres de celui de Derek. « Laisse-moi te parler du respect. Le respect, c'est ce qu'un enfant devrait ressentir quand il est en sécurité dans sa propre maison.
Le respect, c'est ce qu'une mère devrait attendre quand elle essaie de protéger sa fille. Le respect, c'est ce que tu aurais dû montrer avant de décider de terroriser une famille. Des pas dans l'escalier, légers, hésitants, mais approchants. Emma descendait pour rencontrer l'étranger qui avait répondu à son appel à l'aide désespérée. Matteo prit une décision qui entrait Derek Walsh jusqu'à la fin de sa vie considérablement raccourcie. Il remit l'homme sur ses pieds et le traîna vers la cuisine, hors de la vue d'Emma. Ce qui allait se passer ensuite déterminerait si Derek verrait le prochain lever de soleil. Mais cela ne se passerait pas devant un enfant traumatisé. Emma appela Matteo par-dessus son épaule. « Reste avec maman. Je vais appeler une ambulance. Tout va bien se passer maintenant. » Alors qu'il poussait Derek dans la cuisine, Matteo vit Emma Peterson pour la première fois. Elle se tenait au pied de l'escalier comme un fantôme. Son petit corps tremblait dans un pyjama orné de licornes de dessins animés. Ses cheveux blonds étaient emmêlés. Ses yeux grands ouverts par ce genre d'horreur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Mais elle était vivante, elle respirait. Elle le regardait avec cette même expression confiante qu'Isabella portait tant d'années auparavant. « Merci d'être venu », chuchota Emma. Ces 3 mots faillirent briser Matteo complètement, car à ce moment-là, il comprit que ce n'était pas une question de vengeance, ni de justice, ni de règlement de compte. C'était une question de tenir une promesse qu'il avait faite à une petite fille de 8 ans mourante il y a 25 ans. C'était une question d'aider les autres enfants quand ils avaient peur. La porte de la cuisine claqua derrière eux, et Derek se retrouva face à face avec un homme qui venait de se rappeler ce que c'était que d'avoir quelque chose valant la peine d'être protégé. Dans la cuisine, loin des yeux innocents d'Emma, Derek Walsh découvrit ce que signifiait rencontrer un homme qui n'avait rien à perdre, mais qui avait tout à protéger. La lumière fluorescente au-dessus clignotait comme un battement de cœur mourant, projetant des ombres qui dansaient sur le visage effrayé de Derek. Matteo plaqua Derek contre le comptoir de la cuisine avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement était calculé, contrôlé, déterminé. Ce n'était pas la rage sauvage d'un voyou de rue, ni la violence désespérée d'un homme luttant pour sa survie. C'était l'application méthodique de la force par un homme qui avait perfectionné l'art de faire disparaître les gens. « Tu as 30 secondes pour t'expliquer », dit Matteo. Sa voix était si basse qu'elle était presque conversationnelle. « Je te suggère de choisir tes mots très prudemment, car ils pourraient être les derniers que tu prononceras jamais. » Les mains de Derek tremblaient alors qu'il essayait de former des mots. L'alcool qui avait alimenté sa cruauté antérieure travaillait maintenant contre lui, rendant ses pensées lentes et sa langue pâteuse. « Écoute, je sais à quoi ça ressemble, mais tu ne comprends pas toute la situation ici. Éclaire-moi. Sarah sort avec moi depuis 6 mois. Depuis que son mari est mort dans un accident de voiture, elle est en vrac. Elle ne peut pas contrôler la fille, ne peut pas payer les factures, ne peut pas garder la maison en ordre. Je l'aidais, tu sais, je lui donnais de l'argent, je réparais des trucs ici, j'essayais d'être un père pour Emma. » L'expression de Matteo ne changea pas, mais Derek pouvait sentir que quelque chose changeait dans l'air autour d'eux. Quelque chose de dangereux montait, comme la pression avant une tempête. « Continue, dit Matteo. Ce soir, c'était différent. Sarah buvait et on s'est disputé à propos du comportement d'Emma. La fille se comporte mal depuis que son père est mort. Elle répond, refuse de faire les corvées, rentre après le couvre-feu. Sarah m'a demandé de l'aider à la discipliner. Mais quand j'ai essayé de parler à Emma, elle est devenue insolente elle-même. » Derek fit une pause, évaluant la réaction de Matteo. L'immobilité totale de l'homme devant lui était plus effrayante que n'importe quel cri ou menace. « Donc tu as battu une femme jusqu'à l'inconscience et terrorisé sa fille de 8 ans, constata Matteo. Ce n'était pas une question. Ça ne devait pas aller aussi loin. Sarah s'est mise entre nous quand j'essayais d'apprendre le respect à Emma. Elle a commencé à me frapper, à me griffer le visage, à crier comme une folle. Je l'ai poussée, peut-être un peu trop fort, et elle est tombée et s'est cognée la tête contre la table basse. C'était un accident. Et Emma ? La voix de Matteo tomba presque à un murmure. Elle a tout vu, a commencé à crier et pleurer, disant qu'elle appellerait la police. Je ne pouvais pas la laisser faire. J'ai des mandats, mec. Pension alimentaire impayée, accusation d'agression de mon ex-femme. Si la police arrivait, j'aurais été en détention provisoire avant le matin. Matteo absorba cette information comme un ordinateur traite des données. Chaque détail, chaque excuse, chaque justification offerte par Derek ne faisait que confirmer ce qu'il savait déjà. Ce n'était pas un crime passionnel ni un moment de mauvais jugement. C'était un modèle de comportement d'un prédateur qui escaladait sa violence jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête enfin.
Donc tu as poursuivi une enfant traumatisée dans sa propre maison, continua Matteo. Tu as détruit son sentiment de sécurité, sa confiance envers les adultes qui étaient censés la protéger, et tu as fait tout ça pour te sauver des conséquences de tes crimes précédents. Quand tu le dis comme ça sonne pire que ça ne l'était vraiment. Non, dit Matteo, laissant enfin les émotions pénétrer sa voix. Ça sonne exactement comme ça l'était. Dans le salon, il pouvait entendre la voix douce d'Emma parlant à sa mère inconsciente. Elle racontait à Sarah qu'un homme bon était venu les aider. Elle lui promettait que tout irait bien maintenant, la suppliait de se réveiller pour qu'elle puisse aller acheter de la glace demain, comme elle l'avait en prévu. Le son de cette petite voix, si pleine d'espoir malgré tout ce qu'elle avait enduré, brisa quelque chose de fondamental à l'intérieur de Matteo. Tous les murs qu'il avait construits, toutes les barrières qu'il avait érigées pour garder le monde à distance, s'effondrèrent en un instant. Il pensa au dernier moment d'Isabella, à la façon dont elle lui avait fait promettre d'aider d'autres enfants effrayés. Il pensa à toutes les années qu'il avait passées à se convaincre que cette promesse était impossible à tenir, que se soucier de quelqu'un ne mènerait qu'à plus de douleur. Mais Emma Peterson lui avait prouvé qu'il avait tort. Son message texte désespéré avait percé l'obscurité de son isolement soigneusement construit et lui avait rappelé qui il était, qui il pouvait encore choisir de devenir. « Derek, dit Matteo. » Sa voix prit une qualité complètement différente. « Je veux que tu comprennes quelque chose. Dans mon travail, j'ai rencontré tous les types de criminels que tu peux imaginer. Des trafiquants de drogue qui empoisonnent la communauté, des usuriers qui détruisent des familles, des tueurs à gages qui mettent fin à des vies pour de l'argent. Mais sais-tu ce que j'ai appris pendant toutes ces années ? Derek secoua la tête, trop effrayé pour parler. Les pires monstres ne sont pas ceux qui tuent pour les affaires, ce sont ceux qui font du mal aux enfants pour le plaisir. Le téléphone de Matteo vibra. Un message texte d'un de ses lieutenants demandant sa position. Il l'ignora complètement. Ce soir, l'empire commercial qu'il avait construit pendant des décennies semblait moins important qu'une fille de 8 ans dans la pièce voisine qui avait fait confiance à un étranger pour lui sauver la vie. « Voici ce qui va se passer, continua Matteo. Tu vas sortir par la porte arrière et disparaître de cette ville pour toujours. Tu ne contacteras plus jamais Sarah Peterson. Tu ne t'approcheras jamais à moins de 10 miles d'Emma Peterson. Tu trouveras un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, peut-être même un nouveau nom, si tu es intelligent. » Les yeux de Derek s'écarquillèrent d'espoir. Ce n'était pas la condamnation à mort qu'il attendait. Mais, ajouta Matteo, et ce seul mot portait assez de poids pour écraser complètement le soulagement de Derek. Si j'entends un jour que tu as levé la main sur une autre femme ou un enfant, si ton nom arrive sur mon bureau en lien avec n'importe quel type de violence domestique, si tu élèves ne serait-ce que la voix sur quelqu'un de plus faible que toi, je te trouverai. Matteo se pencha plus près. Sa voix tomba à un niveau à peine audible. Et quand je te trouverai, Derek Walsh, ce que je te ferai fera passer cette nuit pour une conversation polie entre amis. Est-ce qu'on se comprend ? Derek hocha la tête convulsivement, la sueur coulant sur son front malgré l'air frais de la nuit. « Bien, maintenant disparais de ma vue avant que je ne change d'avis sur le fait de te laisser partir vivant. » Derek se précipita vers la porte arrière. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tourner la poignée. Lorsqu'il fit un pas dans l'obscurité derrière la porte, Matteo cria un dernier avertissement. « Derek, le compte à rebours commence maintenant. Tu as 24 heures pour quitter cette ville. Dans 25 heures, si tu es encore là, notre conversation continuera pour toujours. » La porte claqua, laissant Matteo seul dans la cuisine avec le poids de sa décision. Il avait laissé Derek vivre, mais pas par pitié. Il avait laissé Derek vivre parce que le tuer aurait été une décision facile, une vieille décision. Ce soir exigeait quelque chose de différent. Ce soir exigeait une justice qui donnait une seconde chance mais rendait les conséquences claires comme de l'eau de roche. Matteo sortit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Le docteur Elizabeth Chen répondit à la deuxième sonnerie, malgré l'heure tardive. « Matteo, qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin d'un service, Elizabeth. Une femme nommée Sarah Peterson est inconsciente à cause d'un traumatisme crânien. Probablement une commotion cérébrale. Elle a besoin d'une aide médicale immédiate, mais sans question, sans rapport à la police. Où es-tu ? » Matteo lui donna l'adresse. Le docteur Chen était son médecin personnel depuis 15 ans et elle comprenait les règles tacites de leur arrangement. Elle soignait ses blessures, les blessures de ses hommes et parfois les blessures de personnes qui avaient un besoin d'aide mais qui ne pouvaient pas se permettre d'impliquer les forces de l'ordre. « Je serai là dans 20 minutes, dit-elle. « C'est lié aux affaires ? » « Non, répondit Matteo, se surprenant par l'honnêteté de cette réponse. « C'est personnel. » Ayant terminé la conversation, Matteo retourna dans le salon où Emma était assise près de sa mère, lui tenant la main et chuchotant de tendres mots de soutien.
La vue de sa petite silhouette, gardant une telle contenance courageuse face à un traumatisme impensable, lui rappela Isabella si puissamment qu'il dut se tenir au cadre de la porte. Emma leva les yeux quand il approcha. Ses yeux étaient teintés rouges de larmes, mais il y avait autre chose. Du soulagement, de la gratitude, de la confiance. « Il est parti » demanda-t-elle doucement. « Il est parti » confirma Matteo. « Il ne reviendra plus. Maman va aller bien. » Matteo s'agenouilla près d'Emma, se mettant à son niveau, exactement comme il le faisait avec Isabella il y a tant d'années. « J'ai appelé un très bon médecin. Elle va s'occuper de ta maman et s'assurer qu'elle se rétablisse. » Emma hocha la tête, acceptant cette promesse avec la foi simple que possèdent les enfants avant que le monde ne leur apprenne à douter. « Matt, dit-elle, utilisant le nom qu'il lui avait donné pendant leur conversation par SMS. « Pourquoi es-tu venu nous aider ? Tu ne nous connais pas. » La question le frappa comme un coup physique. Comment pouvait-il expliquer à une fille de 8 ans que son message désespéré l'avait atteint à travers une décennie de chagrin enfoui et avait réveillé des parties de son âme qu'il croyait mortes pour toujours ? Comment pouvait-il lui dire que l'aider consistait en fait à tenir une promesse qu'il avait faite à une autre petite fille qui n'avait pas vécu jusqu'à son 9e anniversaire ? Parce que, dit-il finalement, un jour quelqu'un de très important m'a fait promettre d'aider les enfants quand ils ont peur. C'était qui ? Ma sœur, elle s'appelait Isabella. Emma réfléchit sérieusement à cela. Elle est gentille. C'était la personne la plus gentille que j'aie jamais connue. Où est-elle maintenant ? Matteo sentit les larmes menacées d'apparaître au coin de ses yeux pour la première fois en 25 ans. Elle est au paradis, mais je pense qu'elle t'aurait beaucoup aimé. Emma tendit la main et prit la sienne avec le même geste confiant qu'Isabella avait utilisé dans ses derniers moments à l'hôpital. Le contact envoya des ondes de choc à travers les défenses émotionnelles soigneusement contrôlées de Matteo. « Je suis contente que tu aies tenu ta promesse envers elle, dit simplement Emma. À ce moment, Matteo comprit que tout dans sa vie avait mené à cet instant. Toute la violence, tout le pouvoir, toute la peur qu'il avait accumulée au fil des ans semblaient soudainement être une préparation pour quelque chose de plus grand. Il avait construit un empire de ténèbres, mais ce soir, cet empire servait la lumière. La lumière des phares balayait les fenêtres avant. Le docteur Chen était arrivé avec son équipement médical et sa discrétion intacte. Bientôt, Sarah recevrait l'aide dont elle avait besoin et Emma retrouverait sa mère. Mais Matteo savait que son implication dans leur vie ne faisait que commencer. Car pour la première fois depuis des décennies, il avait trouvé quelque chose valant la peine d'être protégé, qui n'avait rien à voir avec le territoire, la rentabilité ou le respect gagné par l'intimidation. Il avait trouvé une famille qui avait besoin de lui. Et, peut-être plus important encore, il avait retrouvé le chemin vers la promesse qu'il avait faite à Isabella il y a de nombreuses années. Une promesse qui transformerait non seulement les vies d'Emma et de Sarah, mais aussi sa propre vie d'une manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Pendant que le docteur Chen travaillait sur Sarah et qu'Emma regardait anxieusement depuis le canapé, Matteo sortit pour passer un autre appel. Cet appel mettrait en mouvement des changements qui se propageraient dans son organisation et au-delà. « Vincent », dit-il quand son adjoint répondit, « j'ai besoin que tu organises quelque chose. Un fonds de charité, totalement anonyme, suffisant pour couvrir les frais de scolarité et les dépenses de vie pour une jeune fille. »« Patron, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Je tiens une promesse, répondit Matteo. Et Vincent, libère mon emploi du temps pour les prochaines semaines. J'ai des affaires personnelles à régler. » Pour la première fois en 25 ans, Matteo Raichi faisait passer la famille en premier. Et la petite fille qui avait envoyé un message désespéré à un mauvais numéro était sur le point de découvrir que parfois, les anges gardiens les plus inattendus arrivent dans des costumes coûteux et portent le poids de leurs propres histoires de rédemption. La nuit était loin d'être terminée, mais déjà tout avait changé. Car parfois, il faut le courage d'un enfant pour rappeler à un homme perdu qu'il a toujours été appelé à être. 6 mois plus tard, Emma Peterson se tenait dans l'encadrement de la porte de sa nouvelle chambre, regardant à travers des fenêtres étincelantes de propreté, les enfants jouer dans le quartier sûr où Matteo les avait discrètement relogés. Sarah était complètement rétablie. Ses bleus avaient disparu depuis longtemps, son sourire était revenu, mais la véritable transformation appartenait à l'homme qui avait répondu au message désespéré d'un enfant. Matteo venait chaque dimanche non pas comme le patron impitoyable de la pègre de Boston, mais comme oncle Matt, l'homme qui apprenait les échecs à Emma et l'aidait avec ses devoirs. Il a tenu sa promesse à Isabella d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'empire qu'il avait construit par la peur servait maintenant un autre but, protéger des familles comme Sarah et Emma, des monstres qui se cachèrent dans l'ombre. Derek Walsh a disparu cette nuit-là exactement comme promis par Matteo.
Des rumeurs se sont répandues dans le monde souterrain criminel sur ce qui arrivait aux gens qui faisaient du mal aux enfants dans la ville de Matteo Raici. Le message était clair et absolu, mais le changement le plus profond ne s'est pas produit dans les rues de Boston, ni dans la maison des Peterson. Il s'est produit en Matteo lui-même. Il a découvert que le cœur le plus dur peut choisir l'amour au lieu de la vengeance, que l'âme la plus sombre peut trouver la rédemption dans la confiance innocente d'un enfant qui avait besoin d'être sauvé. Le message désespéré d'Emma avait été envoyé à un mauvais numéro, mais parfois, le mauvais numéro s'avère être exactement la bonne personne au moment exactement opportun. Parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus, dans des costumes coûteux et portant le poids de promesses faites à des enfants mourants. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies incroyables qui prouvent que même les cœurs les plus brisés peuvent guérir lorsqu'on leur donne l'occasion de protéger quelque chose de précieux.